les éditions France Agricole. J'ai désormais le plaisir d'accueillir 3 intervenants. Sophie Villers, ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, et Georges-Pierre Malpel et Hervé Lejeune, tous deux inspecteurs généraux de l'agriculture. Vous êtes tous les 3 membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux et avez contribué au livre Retour sur Terre, contre les idées reçues sur l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Belle introduction. Alors le livre, Hervé, vous le débutez en préface avec une citation de Talleyrand qui disait qu'en politique, ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Pouvez-vous nous raconter un petit peu l'histoire de cet ouvrage ? Ce qui est cru est plus important que ce qui est vrai. Bon, je crois qu'on en a tous les jours la démonstration. Hein. On n'est pas dans un monde où la recherche de la vérité est toujours la première préoccupation, mais le livre justement répondait à cette idée que dans tous ces débats qui animent l'agriculture et l'alimentation aujourd'hui, il fallait remettre un peu de vérité, essayer d'apporter des éléments documentés, comme on dit dans le livre, pour pouvoir expliquer un certain nombre de choses, et notamment un certain nombre de réalités sur l'agriculture, l'alimentation et la forêt. Donc le livre est parti d'un projet interne au CGAER, et qui a réuni en fait, et c'était ça son originalité, 17 personnes, 17 experts de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, qui ont tous contribué à écrire ce livre. Et l'idée derrière, c'est qu'à 17, on est plus intelligent que tout seul. Hein. Et donc ça a permis justement de pouvoir répondre à ces idées reçues qu'on a considérées comme telles et sur lesquelles on a souhaité apporter un certain nombre de décodages. Ce qui est important aussi, c'est que tout ce qui est écrit dans le livre est documenté, c'est-à-dire est référencé d'un point de vue, je dirais, quasi scientifique, et que donc les contestations qu'on peut avoir ou les débats qu'on peut avoir sur son livre justifient aussi qu'en face, on ait les mêmes niveaux d'exigence en matière de documentation et d'argumentation. Voilà. D'accord. Rentrons dans le vif du sujet avec une première idée reçue dont on entend souvent parler. Sera-t-il possible de nourrir 9 milliards d'individus en 2050 ? Alors 9 milliards, peut-être 10 milliards, hein, tout ça ce sont des prévisions, alors qu'on est aujourd'hui à peu près 7 milliards et demi. Si vous voulez, la question est essentiellement, je dirais, politique plus que technique. Aujourd'hui, les chiffres de la FAO montrent que sur des rations alimentaires normales, on pourrait nourrir déjà 12 milliards de personnes. Donc l'idée et l'objectif de dire qu'on doit nourrir 10 milliards de personnes en 2050 n'est pas un objectif inatteignable. Techniquement, on sait comment faire. Mais aujourd'hui, si on regarde la réalité en fait, de l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire de personnes qui souffrent de la faim dans le monde, et je signale que l'an dernier, ce chiffre a réaugmenté pour la première fois depuis une dizaine d'années, si on regarde la situation de cette insécurité alimentaire, elle n'est pas essentiellement due aux capacités de production. Aujourd'hui, là où on a des taux d'insécurité alimentaire très importants, par exemple en Afrique, la cause de l'insécurité alimentaire est davantage liée au conflit, à la pauvreté, qu'aux réelles capacités de production. D'accord. Ça nous permet de passer à Georges Pierre. Un autre sujet qu'on entend souvent, c'est la PAC, en subventionnant l'agriculture européenne, affame les pays en développement. Est-ce une réalité ? Alors c'est une affirmation ancienne qui n'est d'ailleurs plus tellement mise en avant, puisque en réalité les fondements de la PAC dans les années 60-70, c'était d'abord de rendre plus productive l'agriculture européenne, et pour ce faire d'avoir à la fois des subventions aux exportations et des barrières tarifaires à l'entrée des pays qui produisaient autrement. Autrement dit, les règles de départ étaient justement destinées à permettre à l'Europe d'être autosuffisante. Maintenant que cet objectif est atteint, et depuis la fin du XXe siècle, le début du XXIe, on est passé progressivement à une suppression de ces subventions à l'exportation et des barrières à l'importation. Donc cette accusation n'a plus vraiment de sens. Je voudrais juste ajouter quand même qu'il y a des pays qui de toute façon ne sont pas en état d'être autosuffisants et qui ont vraiment besoin au contraire qu'on exporte vers eux. Je pense par exemple à l'Afrique du Nord qui est dans notre zone en plus de ça de chalandise commerciale. Et là pour le coup, on n'empêche pas les pays de produire. Au contraire, on a intérêt à les aider à l'exportation. Et c'est ce que font d'ailleurs les Américains, c'est ce que font les Ukrainiens avec plus de productivité.
Et c'est ce vers quoi il faut qu'on aille, parce qu'en plus, l'influence géopolitique de cette intervention sur l'alimentation est très importante, comme on l'a vu dans les printemps arabes. D'accord, merci. Un autre sujet qui porte à débat, c'est la question de l'eau, Hervé. Allons-nous manquer d'eau? La question de l'eau au niveau international, disons, hein, si on ne veut pas parler spécifiquement de la situation française, mais au niveau international, la question de l'eau n'est pas tant un manque global d'eau. Le problème, c'est plutôt sa mauvaise répartition. Hein. Alors derrière, il y a maintenant aussi la question du changement climatique qui interfère aussi dans ce débat et qui amplifie un certain nombre de phénomènes. La difficulté en matière d'approvisionnement d'eau, si on la voit globalement au niveau international, c'est cette mauvaise répartition et en fait la difficulté de plus en plus importante qui est que là où on a déjà des difficultés, vont se poser de difficultés supplémentaires avec le changement climatique. C'est-à-dire c'est ce qu'on appelle de manière un peu rapide la double peine. C'est-à-dire ce sont les pays qui sont déjà en difficulté qui vont connaître les situations les plus difficiles. On sait aujourd'hui au niveau mondial ce qu'on appelle les hotspots du point de vue de l'eau. Hein, c'est beaucoup l'Afrique du Nord, et Georges Pierre en parlait tout à l'heure, c'est une zone particulièrement sensible pour l'avenir sur laquelle on doit avoir une attention on doit faire particulièrement attention. Et puis on a l'Asie du Sud-Est sur lequel on a aussi ce qu'on appelle les hotspots, donc des risques en fait de manque d'eau de manière importante. Mais d'un point de vue global au niveau mondial, les perspectives ne sont pas tellement défavorables sur le plan de la ressource en eau. Hein. C'est vraiment la répartition qui pose problème. Et de fait, la conséquence de ces insuffisances d'eau dans certaines régions avec des excès d'eau dans d'autres régions, c'est toute la question du commerce international. Hein. C'est-à-dire comment en fait le commerce international réalloue d'une zone à une autre des capacités de production et en fait de l'alimentation pour pouvoir satisfaire les besoins de tout le monde. D'accord, merci. Et restons sur ce sujet de l'eau, mais revenons en France. Sophie, est-ce que les agriculteurs mettent-ils réellement en danger nos ressources en eau, comme on l'entend souvent dans les médias? Alors, je crois que c'est un des domaines sur lequel il y a le plus d'idées reçues, en fait. Alors, sur ce sujet de la ressource, vous avez deux dimensions. Vous avez la dimension quantitative et la dimension qualitative de l'eau. Alors, en termes quantitatifs, nous avons quand même la chance d'avoir un territoire où l'eau est abondante. Et en fait, nous sommes relativement économes en termes de prélèvement de la ressource en eau douce, puisque l'ensemble des usages, c'est-à-dire usage domestique, usage agricole, usage énergétique, usage industriel, conduisent à ne prélever que 3% de cette ressource. Ça veut dire que 90% des écoulements partent à la mer. Donc ça, c'est effectivement la réalité des données. Alors, l'agriculture est souvent accusée de tous les maux en la matière, donc il s'agit essentiellement de l'agriculture irriguée. L'agriculture irriguée prélève 1,7% de la totalité de la ressource. Voilà, donc il faut effectivement relativiser les chiffres. Alors, il est vrai que pour autant, il y a des difficultés, puisqu'en fait, l'irrigation se fait essentiellement en saison estivale, et donc ça peut engendrer effectivement des problèmes locaux et saisonniers en la matière. Mais ces problèmes risquent en plus de s'aggraver avec les conséquences du changement climatique. Le rapport du GIEC, le dernier rapport, effectivement, l'a bien mis en exergue. Et un rapport du CGR sorti l'année dernière revient sur cette thématique pour dire qu'on ne peut pas rester dans le statu quo en la matière et que si on ne fait rien, un certain nombre de nos territoires vont rentrer en déshérence. Alors les solutions existent, il y a des solutions en matière de stockage, là aussi sujet souvent polémique. Par exemple, dans la région du sud-ouest, pointée du doigt, on ne stocke que 2,8% de la ressource qui est disponible, donc il y a quand même un peu de marge de manœuvre. On peut faire effectivement des transferts de régions où l'eau est abondante à des régions où elle est moins. Il y a également l'évolution des pratiques culturales qui apportent des solutions, l'évolution des techniques d'irrigation, beaucoup de choses ont déjà été faites, et puis également, puisqu'on est à côté du stand du GNIS, la création variétale, d'ores et déjà effectivement un certain nombre de variétés plus résistantes au stress hydrique sont à disposition des agriculteurs. Alors sur l'aspect qualitatif, c'est effectivement un peu plus complexe, puisqu'il y a vraiment une réalité de la pollution, de pollution diffuse dans nos cours d'eau en matière essentiellement nitrate,
nitrates et de produits phytosanitaires. Là, c'était une réalité. Par contre, les eaux souterraines semblent moins contaminées en la matière. Mais sur ce sujet, il faut dire qu'effectivement, c'est un sujet à enjeu économique, parce que le traitement de l'eau coûte cher, environ 300 millions d'euros par an. C'est un sujet environnemental, effectivement, le bon état des masses d'eau est indispensable, mais ce n'est pas un sujet de santé publique, puisque du fait des traitements, l'ensemble de la population française a accès à de l'eau potable. D'accord, je vous remercie. Changeons de sujet, revenons sur la PAC. Quelque chose que nous entendons beaucoup aussi, Georges Pierre, c'est que la PAC ne bénéficie qu'aux gros. Est-ce une réalité? Alors d'abord, on pourrait passer beaucoup de temps à définir ce que c'est qu'un gros, puisque si vous prenez la surface, un viticulteur d'une AOC n'est pas très gros. Si vous prenez les exploitations ukrainiennes ou roumaines, même pour rester en Europe, on a des notions sur les grandes cultures qui ne sont pas exactement les mêmes que dans notre pays. Dans notre pays, d'ailleurs, je signale qu'on est pratiquement, avec un peu moins de 200 hectares, les plus petits exploitants grandes cultures d'Europe. Il n'y a que les Italiens qui ont des grandes cultures un peu inférieures aux nôtres. Mais bref, tout ça est très relatif. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est que la base de la réforme la plus importante de la PAC de 92 a été calée sur la taille des exploitations, puisque les aides directes aux revenus ont été destinées à compenser le prix et donc la production qui n'arrivait plus avec les prix garantis. En réalité, depuis cette époque-là, au fur et à mesure des différentes réformes, il y a eu des ajustements successifs qui d'ailleurs sont de plus en plus à la main des États pour modifier cette possibilité de plus ou moins aider les gros. Dans la dernière réforme de 2013, il y a deux mesures, notamment parmi l'extraordinaire complexité du dispositif existant, qui permettent de diminuer un peu cet effet qu'on vient d'appeler gros, qui sont d'une part le plafonnement au-delà de 150 000 euros et d'autre part la redistribution des aides en faveur des plus petits exploitants. La France a choisi de faire une redistribution d'une partie des aides pour les agriculteurs de moins de 51 hectares. Mais cette notion de gros, elle fonde le système des aides directes, elle est très relative et elle comporte un risque sur lequel je vais juste terminer, c'est que si chaque pays fait ses propres caractéristiques sur ce que c'est qu'un gros, on risque de tomber très vite sur des différences de compétitivité entre les États. Les Allemands ont pris le parti d'aller assez vite au plafonnement, mais de lâcher plus nettement les systèmes de politique des structures, et par conséquent, pour eux, les gros, c'est pas exactement la même chose que chez nous, avec les risques que ça comporte pour notre agriculture. Je vous remercie. On ne sait plus ce qu'on mange. Voilà quelque chose qu'on entend aussi régulièrement dans la bouche des nostalgiques de l'agriculture passée. Sophie, est-ce réel? C'est exact, on entend cette phrase très fréquemment. Et en fait, sur le sujet, le paradoxe, c'est que plus on est informé, plus le consommateur est informé, parce qu'il y a une réalité effectivement d'abondance d'informations en la matière, en fait, plus il a le sentiment d'être désinformé. C'est en fait plus une perte de confiance dans le dispositif qu'en fait la réalité d'une information. Alors, plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. Il y en a un qui est évident, c'est effectivement avec l'augmentation de la population urbaine par rapport à la population rurale, le type de demande d'alimentation hors foyer. Il y a une complexification aussi de la chaîne alimentaire et des process qui fait que le consommateur est de plus en plus éloigné du produit et des acteurs de la production. Mais également, les mêmes consommateurs, en fait, ont une demande, des attentes qui se complexifient de plus en plus. Alors, en termes gustatifs, nutritionnels, sociaux, éthiques, bien-être animal, ce qui fait qu'on est rentré, en fait, dans une ère où on ne demande plus des produits, mais on demande de produits sans sel, sans OGM, sans sucre ajouté, ou des produits avec plus, donc voilà, plus d'oméga 3, etc., etc. Voilà, donc en fait, une demande qui se complexifie énormément et qui du coup en fait éloigne le citoyen de la réalité du produit, d'autant qu'en plus, il n'a plus la juste valeur du prix des produits. Bien sûr. Je vous remercie. Georges Pierre, une dernière question pour vous, en tout cas, une question qui fâche. Est-ce que la PAC coûte cher aux contribuables? Alors, on va pas entrer dans des querelles de chiffres à n'en plus finir, mais je voudrais simplement donner deux approches.
La première, c'est que le budget de la PAC par an, c'est 145 milliards d'euros, ce qui est, quand on connaît la valeur des chiffres, relativement faible. Mais surtout en comparaison de ce que représente l'ensemble du budget européen par rapport au PIB européen, on est dans l'ordre de 1%. Je vous rappelle qu'en Europe, la moyenne des États, c'est 50% du PIB en dépenses publiques, et pour la France, un petit peu plus, puisqu'on n'est pas loin de 60%. On est d'ailleurs quasiment champion européen, voire mondial. Donc en réalité, le chiffre du pourcentage de ce qui est consacré à l'agriculture par l'Europe est extraordinairement faible par rapport à ses budgets nationaux. Et la question est de savoir si le budget de la PAC n'est pas trop important par rapport ou à ses objectifs ou à ce que chaque État membre peut apporter en complément. Et c'est un des enjeux de la future PAC, parce qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs. Le rôle du budget de la PAC est de plus en plus évolutif vers l'aménagement rural et la filière alimentaire, et pas simplement l'aide aux revenus. Dans certains pays, le plus important, c'est l'aide aux revenus. C'est le cas en Pologne ou dans d'autres pays, par exemple. Et la question du budget de la PAC ne doit pas être une question en soi, ça doit être davantage une question de l'utilisation de ce budget que de son montant. Relativement, son montant est extrêmement faible. Son utilisation et son adaptation aux réalités doit être davantage regardée. Je vous remercie. Dernière question pour vous, Hervé. Y a-t-il moins de forêts aujourd'hui qu'avant? Où ça? Dans le monde? Non, parce que je pose la question parce qu'il faut bien distinguer les deux choses. C'est-à-dire, il y a effectivement la question, est-ce qu'il y a moins de forêts dans le monde aujourd'hui? La réponse est plutôt oui. Il y a eu une déforestation au cours des dernières années qui a été significative et qui d'ailleurs pose un certain nombre de problèmes du point de vue du réchauffement climatique, puisqu'on considère que c'est un des facteurs du réchauffement climatique, sachant que ces surfaces de forêt ont été transformées en fait en surfaces de culture. Donc ce pas des surfaces de forêt, enfin, ce ne sont pas des surfaces totalement perdues, et c'est aussi des surfaces réversibles, c'est-à-dire sur le longue période, elles peuvent aussi retourner à la forêt. Ce qui d'ailleurs s'est passé en France, c'est pour ça que je distinguais la situation mondiale, où on est plutôt sur une baisse de surface forestière, à la situation française, puisque nous sommes revenus aujourd'hui en France à une surface forestière équivalente à celle du Moyen-Âge. Ce dont les Français n'ont pas forcément conscience. On parle de la forêt, des coupes à blanc, enfin d'un certain nombre de choses qui sont un peu des raccourcis sur la politique forestière ou sur la forêt française. La réalité, c'est que notre forêt aujourd'hui a retrouvé sa surface du Moyen-Âge. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Nous terminerons là-dessus. Merci à tous les trois d'être venus.